Avec nous ce soir, Valérie Plante, la mairesse de Montréal. Bonsoir, Madame Plante. Bonsoir. C'est un plaisir de vous accueillir à l'émission ce soir pour parler de ce plan de relance, 22 millions. Pour une économie, il faut dire, Montréal qui est quand même malmenée. En quoi votre plan va faire une différence cet été pour les commerces, pour la culture, pour le tourisme? Bien, effectivement, le 22 millions, c'est vraiment pour un plan à court terme parce que on va voir comment, avec l'évolution de la COVID, mais aussi en ayant plus de données sur l'économie ou comment ça a eu un impact négatif sur l'économie, on va se réajuster également. Mais ce qu'on souhaitait vraiment, c'est d'offrir via des subventions et de l'aide directe, de soutenir les petits commerçants, nos entrepreneurs, mais surtout les plus petits joueurs qui ont la vie dure. Et malgré les sommes d'argent qui ont été investies par les gouvernements supérieurs, mais qui sont surtout sous forme de prêts. Alors, nous, on est là. On a vraiment ciblé des mesures très particulières dans différents domaines grâce à un comité d'experts de tous les milieux. Ouais. Et on veut vraiment aider. C'est ça le but de l'opération. Mais on sent qu'à Montréal, l'été va être difficile. Pourquoi les touristes viendraient à Montréal alors que nos festivals sont annulés? Les événements attractifs de Montréal ne sont pas là. Donc, comment on fait pour repartir la machine économique à Montréal cet été? En fait, justement, je pense que là, une de mes intentions, c'est vraiment de garder à flot, de garder en vie le plus grand nombre d'entreprises possible pour qui c'est très difficile puis qui voient très bien qu'on ne va pas retomber à la normale pour les raisons que vous avez évoquées, que ce soit le fait qu'il n'y ait pas de festival ou beaucoup moins de touristes, en fait, presque pas de touristes, si je peux dire. Donc, l'idée, c'est de les garder à flot, mais de susciter également un engouement et de susciter l'achat local. On veut que les Montréalais et Montréalaises fréquentent leur artère commerciale locale. On veut susciter, on veut en profiter, si je peux dire, c'est-à-dire l'opportunité pour encourager tout ce qui touche les industries circulaires. On veut pouvoir soutenir également les artères commerciales locales via une politique de vie nocturne. Donc, on est vraiment dans penser à l'extérieur de la boîte. Puis jusqu'à date, je pense que c'est ce qui va réussir parce que même les entrepreneurs, les commerçants le disent, il faut qu'ils se réinventent un peu ou en tout cas, on doit s'adapter. Mais il y a des commerçants qui s'inquiètent de tous les stationnements qui ont été enlevés parce que vous avez beaucoup développé les voies cyclables et piétonnières. Vous avez annoncé 320 km de plus, si je ne me trompe pas, au mois de mai. Mais il y en a qui disent, en même temps, il y a des gens qui hésitent à reprendre le transport en commun. Est-ce que c'est le bon moment de poursuivre cette politique de retirer certains stationnements? Bien, écoutez, le fait de retirer du stationnement, c'est vraiment une évaluation de cas par cas. Par exemple, il y a des artères commerciales locales comme la rue Wellington ou l'avenue du Mont-Royal qui ont pris la décision de concert avec leur société de développement commercial, il ne faut pas l'oublier, d'enlever des places de stationnement, mais surtout de rendre la rue piétonne. Dans d'autres rues commerciales, c'est autre chose. Alors, on s'adapte et au final, bien, c'est le fait de laisser plus d'espace, entre autres, et en enlevant des places de stationnement, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi pour soutenir les restaurateurs et les bars qui, eux, souhaitent pouvoir faire des affaires fructueuses le plus rapidement possible. Avoir des terrasses plus grandes, c'est ça? Oui, exactement. Avec permis d'alcool. Permis d'alcool également. Oui, exactement. Donc, le 2 mètres est difficile à respecter à Montréal. Les terrasses, j'ai l'impression que c'est ce qui nous reste à nous, les Montréalais, pour profiter de l'été, c'est d'aller s'asseoir sur une terrasse, mais on veut le faire en sécurité. Alors, on donne de la place aux commerçants, aux tenanciers de bars et de restaurants. Bon. Vous demandez aussi au gouvernement, vous avez retenu là, ce que Luc Godbout vous a dit, vous demandez au gouvernement de vous permettre de faire des déficits budgétaires pour consentir quoi? Des allègements fiscaux supplémentaires aux Montréalais? Différentes choses sont sur la table. D'ailleurs, je rencontre le ministre Fitzgibbon ce vendredi, donc on a pas mal de choses à discuter. Mais il faut comprendre que, pour moi, il n'est pas question de demander de faire un déficit pour payer l'épicerie. C'est pas de ça dont il est question. L'idée, c'est comment est-ce qu'on peut accélérer certains investissements pour que ça serve de levier pour stimuler l'économie, pour aider justement notre économie locale. Alors, c'est plutôt dans cet ordre-là, quand je parle de la capacité ou la possibilité de faire un déficit, c'est vraiment de cette façon-là qu'il faut le voir. Parce que si vous ne pouvez pas faire de déficit et les villes ne peuvent pas faire de déficit, vous avez un manque à gagner important. Vous feriez quoi autrement? Vous seriez obligé de monter les taxes?
Je dis souvent qu'avec déficit anticipé là, pour Montréal, si j'inclus le transport collectif, ça peut facilement aller à 500 millions de dollars. Là. Ça, c'est assez... à ce moment-ci, je vous dirais on s'y rapproche dangereusement de ce déficit. Alors, à ce moment-là, oui, c'est soit couper dans les services ou augmenter les taxes, ou même les deux. 500 millions, c'est énorme. Que vous dit Québec à cela? Il y a une ouverture à, comment je dirais, nous faciliter la vie, mais en même temps, c'est des sujets qui, même si peuvent être alléchants ou semblent intéressants, il faut toujours voir également ce que ça peut donner sur le court terme, mais également sur le long terme. Alors, les discussions qui ont lieu en ce moment, moi, je les trouve très, très intéressantes. Il y a des éléments qu'on demande au gouvernement du Québec depuis longtemps. Et puis là, bien, il y a une porte qui s'ouvre et je pense que ça vaut la peine d'explorer de nouvelles avenues. Dans le plan d'aujourd'hui, vous dites qu'il y a une grande présence d'emplois propices au télétravail dans le centre-ville. On sent que c'est vraiment pas tout le monde qui va revenir au centre-ville. C'est quoi l'avenir du centre-ville de Montréal si le télétravail prend beaucoup d'ampleur et qu'il y a beaucoup de bureaux qui restent vides? Il y a, en travaillant avec notre comité aviseur, dont plusieurs, donneurs de travail dans les grandes tours à Montréal, les chiffres qui reviennent souvent, bien qu'on est en train de les documenter, c'est à peu près un tiers des employés qui veulent rester à la maison, un tiers qui veut absolument revenir au bureau, puis un tiers à peu près qui serait prêt à faire moitié-moitié. Et de là, l'importance d'avoir, de travailler avec des personnes comme Michel Leblanc ou encore Madame Simard du partenariat du quartier des spectacles pour réfléchir de façon intégrée à comment est-ce qu'on trouve cet équilibre entre encourager le travail, le télétravail, qui peut être une bonne chose au niveau environnemental, même pour s'assurer qu'il y ait moins de trafic, pourquoi pas, et pour des questions de santé publique. Mais il faut aussi jumeler ça à un centre-ville qui fait vibrer, même financièrement, toute la région. Les commerçants dépendent de ces travailleurs dans les tours. Absolument, absolument. Donc, il faut trouver un équilibre. Il n'est pas simple, surtout qu'on ne sait toujours pas, par exemple, est-ce qu'on va avoir une deuxième vague? Comment vont réagir les grands employeurs et, comme je vous disais, même les employés? Donc, de là, l'importance d'animer notre centre-ville. Moi, je suis très heureuse du travail qui est fait en ce moment, de dire, OK, on s'en occupe du centre-ville, on va le rendre piéton, on va l'animer pour que les gens y reviennent. Et en même temps, comme vous l'avez dit, la question du transport collectif et du transport actif demeure entière. Il faut que les gens aient envie de le prendre. Dernier mot, vous parlez de la ligne bleue, de la ligne rose, page 24 de votre plan de relance. Quand le président du Conseil du Trésor dit que sans le projet de loi 61, oubliez ça, la ligne bleue. Oubliez ça, la ligne bleue. Est-ce que le report de l'adoption du projet de loi va ralentir la reprise? Bien, vous savez, le projet de loi en tant que tel couvrait très large. Mais il y a définitivement des choses qui peuvent être travaillées et qu'on peut mettre de l'avant sans avoir le projet de loi en tant que tel. Et l'expropriation en est un des éléments. C'est un sujet dont on parle beaucoup, nous, les municipalités, même depuis la négociation du pacte fiscal, le dernier pacte fiscal des municipalités. On demande qu'on revoie les règles. Alors, on n'a pas besoin du projet de loi dans son entièreté pour avancer sur cette question-là. Bon, on verra bien. Valérie Plante, merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Bien. Au revoir.